Voici la fleur nationale du Chili. Elle s'appelle Copihue. Il en existe de plusieurs couleurs. Elle pousse principalement dans le sud du pays. Ces images ne datent pas d'hier. Elles ont été tournées par Haroun Tazieff lors de son premier voyage au Chili. Le regard du volcanologue s'est souvent laissé distraire, bien qu'il s'en défende, par la beauté des paysages et l'ardeur des hommes au travail. Mesdames, Messieurs, sur la droite de l'appareil, vous pouvez apercevoir la Concagua. Ladies and gentlemen, on the right-hand side of the aircraft, Aconcagua, Maito. Señoras, señores, a la derecha del avión, la Aconcagua. Toute cette cérémonie sur la place de la Moneda, au cœur de Santiago, la Moneda où le président Allende a été tué par les parents de ces mêmes militaires, c'est à la fois tragique et comique, tristement comique. Heureusement, quelque chose s'est passé au Chili qui n'a, à ma connaissance, s'est jamais produit ailleurs au monde, c'est que le dictateur responsable du coup d'État, Pinochet, a accepté de céder le pouvoir à un président démocratiquement élu. Et ça ne s'est jamais produit dans le monde. Mais nous ne sommes pas venus au Chili pour parler politique. Ce pays qui s'étire sur 4000 km du Pérou à la Terre de Feu est le siège d'une activité volcanique et sismique intense. À environ 1500 km au sud de Santiago, la côte très découpée abrite plusieurs ports importants. Je suis revenu pour la deuxième fois au Chili en 1960 à l'occasion du formidable tremblement de terre de magnitude 8,7, la plus forte magnitude, c'est-à-dire la plus forte énergie libérée par un tremblement de terre en ce siècle dans le monde, s'étant manifesté cette fois-là, le 20 mai 1960. Tout le centre-sud du Chili a été détruit. On a dénombré près de 100 000 morts. Le chiffre officiel était à l'époque d'une cinquantaine de mille. Moi, je suis arrivé par tous les recoupements que j'ai pu à une centaine de mille, mais ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de découvrir les causes de ce tremblement de terre et voir aussi s'il y avait une relation de cause à effet entre ce tremblement de terre formidable et l'éruption du volcan Puyehue qui avait éclaté 3 jours plus tard dans la cordillère des Andes. La région côtière, sur 1000 km de long, s'était affaissée et les inondations, par les eaux des fleuves et par celles de l'océan, provenaient non pas d'un excès d'eau, mais de cet affaissement tectonique. Les raz de marée engendrés ici, au large de Valdivia, à hauteur de l'épicentre du tremblement de terre, sont allés tuer des centaines de Japonais dans l'extrême nord-ouest du même Pacifique. Et ces lames gigantesques, ces tsunamis, ont traversé l'océan à une vitesse supérieure, d'après les calculs, à 600 km à l'heure de moyenne. Depuis, Villarrica, comme les autres cités, a été entièrement reconstruite. Pour l'Européen, un voyage au Chili n'offre pas toujours le dépaysement escompté. Il s'agit plutôt d'un voyage dans le temps, plusieurs dizaines d'années en arrière. Tout comme ce retour de Pierre Bichet, complice de longue date qui accompagne Haroun Tazieff. Il y aura bientôt 40 ans que nous sommes venus ici pour la première fois, ici au Chili, Pierre Bichet et moi.
une grosse société de production cinématographique qui avait vu un film de 16 mm que j'avais tourné au Miragongo, m'a demandé de faire un film long métrage, 35 mm, pour les grandes salles de cinéma, sur les volcans du monde. J'ai proposé à Pierrot, qui fatalement ne pouvait qu'être un bon cadreur, puisqu'il est un bon peintre. Ouais. Il y a une technique à apprendre, mais il y a avant tout le cadrage. Ouais. Si vous voulez venir pendant une dizaine de mois autour du monde avec moi. Moi, j'aurais voulu que les volcans restent absolument et totalement mystérieux, parce que ça faisait partie du spectacle. Et je sentais que Taziev disait qu'on devrait arriver à comprendre, mais par quel bout les attraper? Ayant réussi, au Japon, à atteindre le sommet du Sakurajima, nous avions eu le privilège d'observer pour la toute première fois, et peut-être jusqu'ici l'unique fois, ce que les Américains ont appelé un base surge, une lame de base, phénomène éruptif redoutable qui se produit en certaines circonstances, ainsi cette fois-ci au Sakurajima, où les bombes volcaniques, pesant jusqu'à plusieurs tonnes, lancées dans les airs par la ruée des gaz, s'abattent dans l'épaisseur, des mètres et des mètres, des cendres volcaniques accumulées sur le fond du cratère. Mais moi, comme j'en avais pas encore vu beaucoup de volcans, et comme Taziev m'avait emmené là, moi je pensais que c'était un phénomène naturel et quotidien et qu'il y avait peu de risques, mais je voyais retomber ces pianos à queue, là. C'était quand même... Il y a eu des moments de tension quand même entre nous, je me souviens, à Stromboli, où à mes yeux, tu franchissais la limite de l'interdit en approchant de la bouche de Stromboli, et moi j'étais derrière avec une caméra en train de faire du cinéma. Ça me mettait dans une colère noire, je pestais contre Taziev, je disais, il va se faire démolir, et moi je serai tout seul. Et puis en plus j'aurai l'air d'un con, parce que si je ne vais pas le chercher, je vais avoir l'air d'un lâche. Alors, puis après tout c'est bien fait pour lui, bon s'il veut y aller, qu'il y aille, moi j'arrête de tourner, et puis c'est fini, et puis c'est tout. Villarrica, c'est une ville au bord d'un lac. C'est aussi le nom du volcan qui la domine. Comme tous les volcans, il sait se faire désirer, se dégageant rarement de son enveloppe de nuages. En attendant l'éclaircie, Pierre Bichet fait usage de ses dons linguistiques auprès des écoliers chiliens. Per Thomas la pellicola, abbiamo questa macchina per film. Sí, es posible. ¿Y ya fueron al Villarrica entonces? Oh, De lejos nomás. ¿Pudieron observar algo allá? you don't speak English, no? Not at all. En 1961, nous avions programmé un séjour d'une semaine au sommet du Villarrica, qui est un volcan d'une activité pratiquement ininterrompue. Et j'avais emmené 2 débutants volcanologues avec moi, un Italien et un Belge. Nous avions passé 2 jours à installer un réseau sismographique autour du cratère, à tirer les fils de connexion jusqu'à l'enregistreur, etc. Et à commencer à nous occuper de la collecte d'échantillons de gaz. Quand est arrivé un messager avec une lettre du gouverneur de la province de Puerto Montt me demandant de venir d'urgence, parce qu'une éruption dévastatrice s'était produite au volcan Calbuco,
et ils mettaient un petit avion à notre disposition pour que nous arrivions le plus vite possible. La coulée d'andésite, visqueuse comme toujours, épaisse de plus de 10 mètres, progressait lentement, cependant que son fond se refroidissait en premier au contact de l'air, et des avalanches incandescentes s'en détachaient sans cesse, avec des blocs parfois gros comme des maisons. Effectivement, il y avait là une éruption importante qui n'a heureusement pas fait de victimes. Et c'est assez normal dans un pays qui était surtout à l'époque très peu peuplé, mais qui avait fait des ravages exclusivement par les torrents de boue que nous appelons des lahars. Ces lahars avaient une origine ici bien particulière. Ils provenaient de la fonte du glacier qui alors occupait ce cratère. Le magma, extrudé de la cheminée d'alimentation de ce cratère, avant d'atteindre l'atmosphère, avait dû soulever et crever cet épais glacier qui, depuis la dernière éruption, s'était formé là. La glace avait éclaté comme un fruit trop mûr. Et, au contact prolongé du magma incandescent, elle avait fondu et les millions de mètres cubes peut-être d'eau de cette fonte avaient engendré les coulées de boue qui avaient dévasté les vallées basses et terrorisé les gens. Les lahars, les torrents de boue, qui sont vraiment l'un des dangers les plus répandus, les plus terrifiants du volcanisme, sont relativement prévisibles. Je me souviens d'avoir prévu une série de lahars dans un pays bien voisin d'ici, il y a une trentaine d'années. C'était en 1964 au Costa Rica, sur le volcan Irasu. Et il était tout à fait évident qu'il y aurait des lahars dès que les énormes masses de cendres accumulées par l'éruption pendant la saison sèche allaient être mises en mouvement à la reprise de la saison des pluies. C'est ce qui est arrivé et j'ai réussi à obliger le gouvernement de ce pays à prendre les mesures de prévention nécessaires, ce qui ne lui plaisait pas du tout au départ. Mais je l'ai obligé, j'ai vraiment fait du chantage. Ce que n'a pas réussi le volcanologue italien Barberi, 25 ans plus tard, au Nevado del Ruiz, en Colombie, où il a également prévu que l'éruption sous-glaciaire allait provoquer de terribles lahars. On ne l'a pas cru. Il y a eu 28 000 morts, dont les 26 000 du village d'Armero. Le Nevado del Ruiz, c'est une histoire vraiment très triste. C'est l'histoire d'une catastrophe annoncée. Effectivement, 3 semaines avant l'éruption, j'étais sur le Nevado del Ruiz avec une petite mission du gouvernement italien. On avait prévu exactement le phénomène, c'est-à-dire la fusion du glaciaire, la production des lahars. On a prévenu le gouvernement, on a écrit un rapport, on l'a consigné, on a recommandé des mesures simples, tout faciles à adopter, qui si ça aurait été adopté aurait épargné 25 000 personnes. Le Nevado del Ruiz, c'est la deuxième catastrophe volcanique du siècle, après celle de Saint-Pierre de la Martinique du début du siècle. Et le manque d'adoption de mesures simples a amené à produire 25 000 morts. Ça reste un souvenir très triste. Même, je me demande souvent si on aurait dû faire quelque chose de plus de ce qu'on a fait, si on aurait pu essayer d'autres moyens. On a suivi le chemin correct, on a prévenu le gouvernement, on a consigné des rapports, on a prévenu la population, le maire des villes, mais finalement, tout ça s'est servi à rien. Nous sommes revenus au Calbuco, 30 ans plus tard. Le cratère qui avait provoqué la fonte du glacier entraînant les torrents de boue fume encore aujourd'hui. Mais le glacier n'est plus là. La nature n'est pas immuable et les volcans en sont peut-être la partie visible la plus changeante.
c'est Mermoz qui avait baptisé la cordillère des Andes le boulevard des volcans. Et en remontant vers le nord, ce boulevard nous conduit au désert qui plonge dans l'océan sans transition. Ici, ce sont les travaux humains qui ont modifié la nature. Ce cratère et ses fumerolles ne doivent rien au volcanisme. Haroun Taziev s'y intéresse néanmoins. Je me trouve dans une situation qui m'amuse parce que je me retrouve dans la première mine de cuivre du monde. Aujourd'hui, c'est Chuquicamata, ici dans le nord du Chili. Et en 1945, j'étais parti comme jeune ingénieur des mines pour le Katanga, qu'on appelle aujourd'hui Shaba, ce qui, en Kiswahili, la langue indigène là-bas, signifie cuivre, parce que c'était à l'époque là que l'on produisait le plus de cuivre au monde. C'est l'Union minière du Haut-Katanga, société extrêmement puissante, était la première productrice de cuivre. En quittant Calama, la ville minière, on est tout de suite dans le désert d'Atacama, réputé comme le plus sec du monde. Déjà, ça fait un peu fantasmagorique le fond là-bas. On ne sait pas trop si on cligne des yeux, si c'est des nuages ou si c'est des montagnes. C'est des nuages. Non, c'est des montagnes, ça. Pas du tout. C'est des nuages. Quand on est sur l'altiplano, on a l'impression d'être dans le Grand Sud. Pour les Chiliens, c'est le Grand Nord. Ah, ils sont collés, hein. Super beau. Les salars, ou plaines de sel, sont une des caractéristiques du paysage des hauts plateaux andins. Il y a des salars énormes, comme celui sur lequel nous sommes, constitués par le sel qui se dépose par l'évaporation des eaux apparemment douces qui descendent des grands volcans, des volcans de 5 à 6 000 mètres d'altitude qui bordent le haut plateau andin. Dans ce pays où il ne pleut pratiquement jamais, ces eaux douces sont les eaux de fonte des neiges dites éternelles et des glaces qui couronnent ces très hautes montagnes. Ces eaux, en ruisselant à travers les roches volcaniques, ramassent et dissolvent tout ce qu'ils peuvent trouver comme sel soluble. Et les volcans, ce sont des usines. Chaque volcan est une usine à sel. Et les eaux salées provenant du ruissellement se mélangent au pied des volcans, aux eaux thermales qui viennent des profondeurs et que des solfatares déversent en surface. Et il se forme ainsi, dans les dépressions tectoniques, ces lacs salés immenses que le climat sec de la cordillère, bientôt, aura transformé en salars. Je suis venu ici, il y a un tiers de siècle, à San Pedro de Atacama, et je suis tombé sur un père jésuite. Il fallait savoir qu'il était père jésuite d'ailleurs. Il arrivait du Congo belge, dont je venais moi aussi. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était le père Gustave Lepage. Quand il était au Congo, au lieu de brûler les masques, les idoles, comme l'appelait sa hiérarchie, il les collectionnait. Il a été rappelé en Belgique, et de Belgique, on l'a envoyé en punition pour évangéliser donc les Indiens qui étaient ici. Et il avait fait des découvertes archéologiques extraordinaires, et notamment, il m'a réservé pour mon plaisir personnel, comme il disait, l'exhumation d'une momie de jeune femme accroupie en position fétale, avec
2 magnifiques tresses de cheveux noirs. J'ai photographié donc tout cela. Et quand je suis rentré, quelque temps après, à Paris, que j'ai montré ces diapos à ma femme avait 2 magnifiques tresses qui lui descendaient jusqu'au jarret. Elle est partie chez le coiffeur, elle s'est fait couper les cheveux. Vino a la humanidad para salvar al hombre, para salvarlo de la perversión, que la humanidad cada día va hacia la perdición eterna. Pero Jesucristo el Señor entregó su vida para poder salvar al hombre. Au Chili, les volcans actifs servent de toile de fond aux rites et aux jeux. Le nord des Andes est caractérisé par une succession de formidables volcans, des cônes volcaniques qui atteignent pratiquement 7000 mètres. Ce sont des volcans en général andésitiques, des volcans tout à fait, je dirais, presque normaux dans les Andes, puisque l'andésite, c'est la roche des Andes, mais ils jalonnent une région extraordinaire où ont été émis dans les derniers millions de l'histoire de notre planète, ça veut dire très récemment au point de vue géologique, les plus fantastiques coulées d'ignimbrites que l'on connaisse. Nous sommes ici dans une carrière d'ignimbrite, qui est un nom barbare voulant dire pluie de feu, parce qu'on a cru au début que cette roche était provoquée par une gigantesque éruption qui faisait retomber une pluie de feu sur tout le pays à des dizaines de kilomètres à la ronde, ce qui est physiquement impossible. C'est en réalité une énorme nappe déferlante de gaz torride portant en suspension des milliards et des milliards de fragments de pierre ponce qui, au moment où les gaz, par refroidissement et par mélange avec l'air, perdent leur pouvoir de transport, de sustentation, tout à coup, tous les milliards de morceaux tombent, tous à la fois à peu près, et comme ils sont encore à très haute température, à 800, 900, peut-être 1000 degrés encore, ils se soudent les uns aux autres. Et ceci constitue la menace volcanique la plus effroyable qui existe au monde. Nous connaissons l'éruption d'Ignimbrite par ce qu'elle a laissé, parce que personne, heureusement, n'a eu l'occasion de voir une éruption d'Ignimbrite. Il s'en est produit une seule dans l'époque historique dans le monde, c'était le 6, 7 et 8 juin 1912, dans la péninsule déserte de l'Alaska. Même s'il y a eu des trappeurs indiens ou des pêcheurs esquimaux qui l'ont vu, ils ne l'ont pas raconté. Baptisée Vallée des 10 000 fumées par les explorateurs qui l'atteignirent quelques années après sa genèse, cette vallée est longue de 30 km, large d'une demi-douzaine et pèse de 100 à 300 mètres. À la base de ces ignimbrites, 2 troncs d'arbres calcinés. De cette éruption, il ne reste que le dôme de Nova Rupta et la caldeira du Katmai, avec au centre de son lac cratère la tache sulfureuse qui dénonce l'activité volcanique qui s'y poursuit. À la demande des autorités chiliennes, Harun Tazieff avait visité en 1960 les geysers du Tatio, à près de 4000 mètres d'altitude, pour évaluer l'intérêt géothermique du site. Son diagnostic fut négatif du fait des difficultés d'exploitation. Les champs solfatariens, les champs de fumerolles que l'on trouve un peu partout de par le monde, je me demande s'ils ne sont pas liés de façon étroite avec ces fantastiques éruptions, les éruptions d'Ignimbrite. La solfatare de Puzzol, près de Naples, que des quantités de touristes français ont visité
des centaines de milliers. Elle est également liée aux usines à brut dont Naples est construite. Naples est faite en une très belle pierre dorée, qu'en italien on appelle le tufo giallo, le tuf jaune. C'est une ignimbrite qui a été émise avant que le Vésuve ne pousse par une fantastique éruption qui a inondé toute la région napolitaine sur des milliers de kilomètres carrés. Les solfatares de Wairakei, dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande, où on a construit une usine géothermique exemplaire en 1959. L'île nord de la Nouvelle-Zélande, elle est quasi totalement recouverte de nappes d'ignabrite géologiquement récentes. Et le célèbre geyser, le plus célèbre de tous, le Old Faithful, le vieux fidèle, dans le parc national de Yellowstone, qui est quelque chose d'assez semblable à ceci, est également lié aux ignabrites énormes qui ont été épandus dans les temps géologiques récents, dans tout le sud et dans tout l'ouest des États-Unis, ou plutôt sur tout le sud et sur tout le ouest des États-Unis. Alors je pose la question, est-ce que ces champs fumoliens, ces solfatares, ne sont pas liés aux ignabrites? En 1956, Tazieff et son équipe, avec Pierre Bichet, se lancèrent dans l'ascension du volcan Tupungato, qui culmine à près de 6500 mètres. Plus on montait, plus c'était difficile. Les chevaux, ils ont peur dans les passages difficiles où il y a des précipices. Les mules, elles ont le pas plus sûr, mais elles fatiguent de l'altitude. Et elles meurent aussi du mal d'altitude, comme certains humains dans les grandes expéditions. Ça représente des paysages fabuleux. Et quand ils sont conquis à cheval, ou quand ils sont conquis à pied, et qu'on finit par construire son igloo au-dessus de 5008 à 6000 mètres, ça devient toute une énorme aventure. Et nous, on est passé à côté du Tupungatito, le petit Tupungato. Et il y avait une crevasse qui vomissait des fumées volcaniques. On est arrivé à 5800 mètres. J'avais été viré, c'est pas glorieux, j'avais pas été viré par un pur sang, j'avais été viré par une mule. J'avais une épaule à moitié déboîtée. Un autre de nos copains faisait une espèce de crise d'asthme due à l'altitude, je présume. Et pour finir, c'est Haroun Tazieff et Pierre de Bouran qui ont décidé de tenter le sommet. Ils ont échoué, c'est pas à mettre à leur passif. On était comme des conquistadors de pacotille. Par contre, alors on est allé après au Salvador. Et au Salvador, il y avait un volcan qui nous paraissait fabuleux. C'est-à-dire que c'était un cône parfait. Et semble-t-il, personne n'avait jamais réussi à fouler son sommet. Et moi, je l'ai vu en activité violente, agressive, méchante, une bête méchante, quoi. Pendant plusieurs jours, et on campait sur un volcan voisin qui était très calme, le Santa Ana. Et depuis le Santa Ana, on voyait ce volcan. Alors moi, j'ai dit, bon, ben, il est sublime, on a fait des 3 images de nuit, tout ça, mais j'ai dit, au moins celui-là, il a l'air tellement violent qu'on ne va jamais y aller. Et puis un matin, à 2h du matin, Tazieff m'a dit, allez, réveille les Indiens, on y va. J'ai dit, on y va, mais c'était fou, on va se faire tuer là-haut. Il m'a dit non, il a eu une telle violence cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai bien regardé. Il a vidé un peu son réservoir magmatique qui se trouve quelque part en dessous. Donc on devrait avoir quelques heures. Et moi, on est parti donc, Bolins, Vergne, Tazieff et moi, et puis on avait 2 porteurs indiens du pays. C'était la première fois que des hommes atteignaient le sommet de ce volcan en activité quasi continue. 4 puits incandescents s'ouvraient à l'intérieur du cratère rempli de bombes volcaniques. Tazieff tenta de s'en approcher, mais dut faire demi-tour. La plante de ses pieds commençait à brûler à travers ses semelles. En Amérique centrale, on a voulu faire Santiaguito
au Guatemala. Et puis alors, c'est ça, la volcanologie, c'est pas toujours la réussite. Les volcans, ils se défendent. Ils se défendent pas toujours avec de la lave, avec des bombes, ils se défendent parce que c'est la forêt vierge, qu'il faut des porteurs, il faut tailler son chemin dans une forêt épaisse. Au bout de 3 jours, 4 jours d'acharnement, on a fait demi-tour, éreinté, fatigué, non pas par l'ascension du volcan, non pas par la violence du volcan, mais uniquement parce que la forêt est autour. C'est un adorable petit bestiau. C'est bien qu'on te parle, hein, ouais. Ouais, bien délicieux. Lors d'un autre voyage, Tazieff est revenu au Guatemala, non loin du Santiaguito. Rosemary, une proche collaboratrice, l'accompagnait. Tu vois, je suis heureux, je me sens heureux là. Je retrouve l'Amérique latine que j'avais connue dans les années 50. La première fois où je suis venu dans cette partie-ci du monde. L'Amérique latine authentique, c'est-à-dire les Indiens plus les Espagnols, sans les touristes, sans le béton, sans l'Amérique du Nord. Otoniel Mathias est le responsable de la volcanologie guatémaltèque. L'année dernière, il y a eu plus de 25 lahares, dont 5 ou 6 sont descendus brûlants, en charriant des blocs de plus de 2 mètres. Ce village a été évacué en 1979, parce qu'un lahar qui coulait du volcan en avait détruit la moitié. Mais au pied du Santiaguito, la terre est fertile. Et les villageois qui cultivent le café sont conscients des risques qu'ils encourent. Un petit observatoire a été construit à 7 km de ce volcan actif très dangereux. Aquí se señalan los nombres de las poblaciones que son afectadas por los flujos piroclásticos. On a ici le nom des villages qui seraient affectés par des nuées ardentes et surtout des lahares. C'est affiché dans les écoles ou dans les mairies? Oui, ce plan est distribué dans les écoles, les églises et aussi les mairies. C'est une façon très simple d'informer les gens sur la menace du volcan. Si tu veux. Rosemary Chevrier est géochimiste. Elle explique à Otoniel que l'analyse des eaux des sources issues d'un volcan apporte un complément précieux aux autres observations. Tu vois, c'est du KCl qu'il y a dedans, c'est une double électrode, et donc on débouche. Et à ce moment-là, on plonge et on fait attention de ne pas rentrer de l'eau. Oui, oui, c'est important qu'elle haya venido a Guatemala. C'est important qu'il soit venu au Guatemala. On pourrait établir un échange continu d'informations sur les recherches dans le domaine de la volcanologie. Tu as commencé grâce à lui, moi aussi, en lisant ses premiers livres. Il faut aider donc nos amis guatémaltèques qui ont monté un observatoire ici en vue directe du Santiaguito. Il faut les aider à faire les études les plus complètes possibles. La volcanologie est dans son enfance. Moi, je me suis rendu compte, après plus de 40 années de volcanologie, que tout ce que nous avons fait, tous les volcanologues du monde, et moi en premier, c'est le b.a.-ba par lequel il faut commencer une volcanologie nouvelle, tendue vers l'avenir, c'est-à-dire vers une compréhension réelle des phénomènes et surtout une compréhension et une interprétation intelligente de toutes les mesures que l'on enregistre, toutes les observations que l'on fait. En période calme, comme c'est le cas, l'activité du Santiaguito se limite à quelques avalanches de blocs incandescents visibles la nuit. Le jour, l'incandescence disparaît et le spectacle est tout à fait différent.
Le grand volcan qui domine notre paysage à droite de la chaîne, c'est le Santa Maria qui fait 3800 mètres d'altitude et qui a fait en 1902 une énorme éruption. Et cette énorme éruption a coupé en deux la montagne de Santa Maria, faisant un énorme cratère dans lequel est né 20 ans plus tard, en 1922, le Santiaguito qui est la petite chaîne qui s'est formée par montée d'une lave tellement visqueuse qu'elle ne s'écoule pas en coulée ou presque pas, s'accumule sur place pour donner ce qu'on appelle un dôme. Et le premier dôme, c'est celui qui est actif aujourd'hui, le Caliente, qui a été donc en activité de 1922 jusqu'à 1935 à peu près. Puis cette activité s'est arrêtée, il s'est formé un nouveau dôme en une douzaine d'années, puis un troisième plus à gauche encore, et puis un quatrième, El Brujo, et c'est celui auquel nous avons essayé de rendre visite en 1956 lors de notre premier passage dans ce pays avec Pierre Bichet. Nous n'avons pas réussi d'ailleurs. Et il y a quelques années, l'activité a repris au dôme initial qui s'appelle El Caliente, le chaud. Et le Caliente est en train donc de croître progressivement. Il ne monte plus beaucoup en hauteur, mais il provoque des nuées ardentes et des avalanches incandescentes en quantité. Cela provoque, lorsqu'il y a des fortes pluies, des torrents de boue, des lahares qui descendent jusque parfois très loin en détruisant des villages. En plus, il y a également la menace grave d'une éruption de très grande envergure, genre Montagne Pelée ou genre Santa Maria 1902, qui peut alors évidemment lancer des matières incandescentes à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Les volcans du Guatemala forment une chaîne presque continue. Non loin du Santa Maria et du Santiaguito s'étend le lac Atitlan, dominé par trois cônes majestueux. Le San Pedro, le Tolimán et l'Atitlan. On le cite souvent comme l'un des plus beaux lacs du monde. Chacun des villages qui le bordent porte le nom d'un apôtre. C'est génial. Y la pequeña montaña también era verde. Ça et là surgissent des vestiges de la civilisation maya, qui fut anéantie par la colonisation espagnole. 5 siècles plus tard, le conflit subsiste entre les Indiens et les descendants des conquistadors. À Ciudad de Guatemala, la capitale, se trouve l'Institut de volcanologie et de sismologie. Ça, c'est la console télémétrique qui concerne le fuego. Le moniteur pour visualiser l'activité sismique et le disque optique pour conserver les données. Ceci est une partie du Guatemala. Ça, c'est la faille de Motagua qui sépare la plaque nord-américaine de la plaque caraïbe. Et voici la chaîne qui intéresse les volcanologues, avec ses différents volcans. Les volcans les plus importants sont le volcan de Pacaya, le volcan de Agua, Acatenango, Fuego, le volcan de Tolimán, Atitlan, San Pedro, el volcán de Santo Tomás, Santa Maria y Santiaguito. L'étude des volcans est une passion qui comporte des risques. Peu de temps avant notre visite, Otoniel Mathias venait de vivre un événement dramatique. Esta es una foto del volcán de Galeras en Colombia. Voici une photo du volcan de Galeras en Colombie, où s'est réuni un congrès de volcanologie internationale. Estaban reunidos todos los volcanólogos del mundo. El día miércoles, jueves 14 de enero, le jeudi 14 janvier, plusieurs groupes de scientifiques y travaillaient. En el volcán, cuando a eso de las 13 horas con 45 lorsqu'à 13h45, il se produisait une explosion, une terrible explosion,
qui malheureusement tua plusieurs volcanologues. En el momento de la erupción, en el interior del cráter se Au encontraba moment de l'éruption, tout au sommet, il y avait Jeff Brown. En el borde del cráter se encontraba Fernando Cuenca y Arles Zapata. Aquí iba caminando ya ici, sur le chemin, Mike Conway y Andy McFarlane. Por esta área se encontraba Stanley Williams. Otros más iban en la parte del valle. Y aquí en el borde se encontraba Alfredo Roldán, también guatemalteco. Y en esta parte estaba yo y otro grupo de ici, 7 moi avec d'autres volcanologues épargnés. Para todos nosotros era mayúsculo y definitivamente sabiendo que muchos cuerpos de évidemment, le congrès prit fin dans la douleur, car nous savions que les corps de plusieurs collègues avaient à jamais disparu dans le cratère. Como resultado de la explosión. Entonces nosotros con el profesor Tassieff los vamos a estar esperando aquí en la cima. Ya. El helicóptero se viene luego a Guatemala. La capitale, qui fut détruite par un terrible séisme en 1902, puis touchée par d'autres en 1918 et en 1976, compte de nos jours 2 millions d'habitants. Plusieurs volcans la serrent de près. Le Fuego, l'Agua, le Pacaya. Le Fuego est en sommeil tout à fait relatif. Pour l'Agua, sa dernière éruption remonte au XVIe siècle. Le Pacaya, lui, est en activité éruptive presque continuelle. Il se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville. Situé dans une zone peu peuplée, ce volcan ne compte parmi ses victimes que des imprudents qui l'approchent de trop près. C'est le métier de Toniel Mathias d'observer régulièrement l'évolution des phases éruptives pour en faire une analyse précise. C'est possible de voir le beige, c'est de toute l'avalanche de matériel très fin. Le magma il a sondé et il est sorti là. Jusqu'en 1962, l'activité strombolienne il a commencé à Pacaya. En 3 ocasiones, el Pacaya. En 3 occasions, l'éruption du Pacaya a détruit la partie supérieure du volcan. Entre 70 à 120 sur une hauteur entre 70 et 120 mètres. Esta misma área de azufre ahora no está, ha desaparecido. Cette zone était couverte de soufre et elle a totalement disparu pendant cette éruption. Un autre passionné, amateur celui-là, filme depuis des dizaines d'années chaque éruption du Pacaya.
Ces coulées du Pacaya sont identiques, absolument identiques, à celles que l'Etna et le Stromboli, entre autres, déversent à des milliers de kilomètres de distance du Guatemala. Saber contra la de... Después resulta otra vez con las babosadas. No. Garou, que ça faisait du souci? Volcanes con mucho cuidado, toman otra determinación, ¿cabe? De acuerdo, Pacaya, estamos pendientes. J'ai fait de la communication pour le dire que c'est dangereux pour nous. Combien de secondes? Ouh là là! Oh! Attention, attention, votre masque. On va, Luigi. Copiado. Entonces, vamos a ver, Pacaya, ¿me copia? Sí, acaba de haber un colapso algo grande y nosotros nos encontramos en el borde del cráter. Estamos... Un momento. On va descendre un peu. Hein. Après cette petite alerte, Rosemary et Othoniel, avant de se séparer, s'engagent à poursuivre leurs échanges d'informations. Peut-être les analyses après en France, je t'enverrai des résultats. On va faire déjà des choses. Oui, oui. Les avions qui atterrissent à Guatemala City doivent survoler quasiment à la verticale le cratère du Pacaya, qui se trouve pratiquement dans l'axe de la piste. Bien sûr, les autorités de l'aéroport sont les premières à bénéficier des observations et des avis de l'Institut de volcanologie du Guatemala.